Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. 4e de couverture. Logique sociale. Logique sociale, collection dirigée par Bruno Pequignot. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Isabelle Papieau, Les héritages des guerres à la Covid-19. Les innovations nées de cataclysmes. Claudie Servian, Hybridité culturelle de la danse théâtrale états-unienne à partir de la fin du XIXe siècle, 2021. Laetitia Orzedlecguinchard, Des bibliothèques contre l'incertitude. L'expérience ethnographique des pairs comme équipement, 2021. Laurent Aucher, Daniel Champion, Récits d'anciens métallos 2021. Raymond Sala, Alain Tarius, Joanne Becat, Un millénaire de cosmopolitisme féminin à Perpignan et à ses frontières, 2021. Roland Guillon, La politique et l'art. Entre globalisation et pandémie, 2021. Georges Jourdam, L'emploi non salarié. Mutation et transformation, 2021. Apollinaire Sam Simantotomafuta, Dire. Jeunesse d'ici et d'ailleurs. Récit, mobilisation, éducation et socialisation, 2021. Titre. Isabelle Papieau. Les héritages des guerres à la Covid-19. Les innovations nées de cataclysmes. Copyright. Copyright L'Harmattan, 2021. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.editions-harmattan.fr. EANIPUB 978 2 336 92 963 7. Introduction. Dans la paix, se faire le plus de bien possible et dans la guerre, le moins de mal possible. Voilà le droit des gens, écrivait Montesquieu dans l'Esprit des lois. Le croisement de la récurrence des conflits et des évolutions de la technicité a provoqué une myriade de malheurs, de famines, de destructions, de fléaux, de catastrophes mariant malveillance et férocité acérée, terreur et hérolimie, intolérance et carnage, tactique et aveuglement, maux et déchirements, mort ténébreuse et mémoire. La guerre, manichéisme, comme Jean-Paul Sartre l'énonçait, a été l'objet de saisissantes interprétations et d'une déclinaison de visions artistiques vibrantes. Elle a été motif littéraire. Aragon, Paul Éluard, Boris Vian, Prévert, Guillaume Apollinaire, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, André Chédid. Sujet de chanson, la chanson de Craonne, le cri du poilu, le déserteur quand un soldat dans les tranchées de Lagny. Et de peinture. Une rhétorique picturale jouant parfois avec les codes de l'abstraction pour exprimer la répugnance, de la transgression monstrueuse, de la destruction rédhibitoire et génératrice de courants artistiques révélateurs d'un langage plastique qui se substitue alors à l'indicible de la rhétorique classique. Les conflits ont de fait engendré des flux d'énergie vecteurs donc de créativité et également, parallèlement, d'invention, d'innovation, de modes dictés par les carences contextuelles. La grande histoire s'est fomentée non seulement sur la sombre récurrence des guerres qui déciment, mais aussi sur le socle d'importantes pandémies meurtrières, dont la peste, le choléra, la variole, la grippe dite espagnole, car sans remède, et victimisant aléatoirement toutes les couches de la population. Des pandémies pour certaines transséculaires causant effroi et traumatisme collectif, crainte de la morbidité, lutte et espoir, en lien ou non, selon les périodes, avec les épisodes belliqueux, les manques de subsides, la géographie des échanges commerciaux. Interrogeant la science et laissant comme les guerres leur empreinte au niveau démographique, l'impact des pandémies s'est ancré dans les représentations sociales, un impact symbolisé par une mémorisation d'un nombre important de morts, la peste noire, dite la Grande Peste, ayant décimé plus d'un tiers de la population médiévale au XIVe siècle, du Royaume de France et la grippe espagnole en 1918 à 19, plus de 50 millions des habitants du globe.
ainsi que par des clichés forts, telle l'évocation visuelle du spectaculaire et inquiétant costume XVIIe du médecin de la peste, imaginé par Charles Delorme, médecin-chef d'Henri IV, Louis XIII puis Louis XIV, intégrant un masque de protection muni d'un long bec et semblable à une tête d'oiseau. Face à la méconnaissance médicale de leur origine et en l'absence de ressources scientifiques, ces pandémies occasionneront des pratiques et des actes excessifs suggérés par les croyances de l'époque médiévale, à l'exemple des processions de flagellants et du massacre des Juifs, en 1349 à Strasbourg lors de la Grande Peste. Mais comme les guerres, les pandémies, en particulier la peste, donneront lieu à des évocations littéraires, Oedipe Roi, Sophocle, 5e siècle AV. J.C. Les animaux malades de la peste, Jean de La Fontaine, 17e siècle. Le journal de l'année de la peste, Daniel Defoe, 1722. Histoire de la colonne infâme, Alexandre Manzoni, 1840. Le masque de la mort rouge, Edgar Allan Poe, 1842. La peste écarlate, Jack London, 1912. Mort à Venise, Thomas Mann, 1912. Le théâtre et la peste, Antonin Artaud, 1933. La peste, Albert Camus, 1947. Le hussard sur le toit, Jean Giono, 1951. Le mur de la peste, André Brink, 1984. L'amour au temps du choléra, Gabriel Garcia Marquez, 1985. La peste inspirera également les productions artistiques, tant les danses macabres que des peintures, à l'exemple de La peste d'Astode de Nicolas Poussin, 1631, le dévouement de Monseigneur de Belzins durant la peste de Marseille en 1720 de Nicolas-André Monsiau, La peste d'Arnold Böcklin, 1898. Associée à l'idée d'expiation de châtiments d'excès moraux, la concupiscence, les plaisirs, la peste sera aussi à l'origine des vanités rappelant la fragilité de la vie, de l'humain et du paraître. Cette corrélation de la pandémie avec l'état de guerre a d'ailleurs été imagée à travers les discours gouvernementaux et médiatiques lors de l'émergence en France de la Covid-19, au cours du printemps 2020, multipliant à travers un lexique guerrier, les expressions qui symbolisent le combat contre un ennemi invisible. « Nous sommes en guerre », a déclaré le chef de l'État, le visage sombre et le ton grave. Le ministre de l'Intérieur, qui rappelle à l'apostrophe. Objectif de gagner le combat sur le virus, a demandé quant à lui aux Français de se comporter en alliés de guerre, une guerre sanitaire. Un registre martial est alors exploité par les journalistes de la presse écrite et parlée, comme le révèlent certains titres ou extraits de commentaires tels « La guerre contre le coronavirus, une médecine de guerre selon les Échos, comment l'armée va participer à l'effort de guerre sanitaire ?» Article relatif à l'appel de l'armée en renfort pour mettre en place en Alsace un hôpital de campagne du service des armées, coronavirus, nous nous rapprochons de l'économie de guerre, affirme François Langlais. La Chine passe de la guerre sanitaire à la guerre idéologique. Médecins, infirmiers, soignants en général, assimilés à des fantassins, sont décrits comme étant sur le front et en première ligne. Sont même évoquées l'image d'une deuxième ligne, et celle d'un plan de bataille. Le président de la République française est comparé lors de ses déplacements sur le terrain à Clémenceau se rendant dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale. Lors de sa visite à l'hôpital de campagne de Mulhouse, sa présence est expliquée comme sa volonté de monter au front, d'encourager ses troupes. Nous connaissons tous les effets douloureux et dramatiques des guerres qui endeuillent et détruisent. Mais il est apparu intéressant de s'interroger sur les apports de ces guerres refaçonnant la société, au-delà de ces épisodes de meurtrissure, en termes de changements socioculturels et de progrès tant médicaux que scientifiques, tout en y associant ceux des pandémies également facteurs de risque, de peur, d'inconnu, de mortalité, d'espérance et de renouveau. Pandémie dont dans la seconde partie de cet ouvrage, nous avons exploré évolution de la gestion et étudié la résonance émotionnelle tout en analysant les substituts ayant permis aux imaginaires d'adoucir, de détourner ou d'exprimer la difficulté de vécu en ces périodes très spécifiques. Plus globalement et à partir d'éléments d'histoire sociale, d'histoire de l'art s'appuyant sur un corpus constitué de récits historiques, de sources narratives voire d'éléments matériels d'ordre archéologique, de mise en ligne de témoignages, de débats d'idées, d'articles de recherche médicale, d'iconographie, peinture, vidéo, installation, création numérique. Nous avons fait le choix de traiter des découvertes qui ont suscité ces contextes belliqueux et pathogènes chaotiques, ayant favorisé des progrès sociétaux et une certaine mutation artistique. Première partie, les guerres, un éventail d'apports.
1 des contributions hellénistiques à la culture gallo-romaine. A des acquisitions issues de la Grèce antique. Une présence grecque est historiquement observée dans le sud de la Gaule, la fondation de Massalia à Marseille, par des colons grecs de Phocée remontant aux environs de 600 AV. J.C. Des vestiges du site antique rappellent aujourd'hui l'existence de ce qui fut l'un des plus importants ports européens, établi au VIe siècle AV. J.C. Ceux des anciens remparts de la cité grecque, d'un atelier monétaire du IIe siècle avant notre ère, il est rappelé que Massalia frappait la monnaie. En effet, de ce comptoir grec, il a été retrouvé lors d'un chantier de fouilles, réalisé en 1967 à l'occasion de la construction d'un centre commercial en plein centre-ville de Marseille, des traces tangibles considérées comme étant de grande importance et visuellement valorisées dans un jardin des vestiges. Bien évidemment une portion du mur du port antique et une réplique du gyptis, en l'occurrence le tout premier bateau à avoir abordé dans ce port. Relayé par l'adhésion romaine, cette présence grecque induira l'ancrage d'une diffusion des connaissances hellénistiques, notamment géographiques, médicales, philosophiques et dans les champs de l'arithmétique, de la géométrie, au niveau des territoires colonisés. Cette transmission, qui influencera au siècle des Lumières l'idéal démocratique reposant sur la démocratie athénienne, est par ailleurs repérable au niveau de l'étymologie des mots du répertoire français. Par exemple, chronomètre, phobie, cinéphile, mégalopole ont respectivement pour radical grec chrono, temps, phobe, qui craint, phile, qui aime, pôle, ville-cité, la racine grecque iotros signifiant médecin, a généré certaines appellations de spécialités médicales ou de praticiens dont la terminaison est composée de iatrie, gériatrie gériatre, pédiatrie pédiatre. Tandis que la racine thérape, voulant dire soin, soigner, a généré les mots incluant thérapeute, kinésithérapeute, ergothérapeute. La mythologie grecque, qui connaît, comme d'ailleurs la mythologie romaine, un regain d'impact dans les domaines du cinéma et de la littérature jeunesse, à l'exemple des aventures de Perry Jackson, d'Harry Potter ou des figures jubilatoires de héros victorieux, ressourçants, a inspiré à travers ses mythes fondateurs civilisationnels, l'univers des arts et de la psychanalyse freudienne s'appuyant sur la tragédie grecque, une tragédie grecque qui met en scène le rapport entre des forces immaîtrisables et le choix du héros. De fait, les dieux sont perçus comme méconnaissant ce qui atteint l'humanité, en particulier la mort, et donc forment une altérité complète. En dépit que les dieux ne s'avèrent pas préhensibles, leur présence se fait capter partout et nulle part à la fois, suscitant égard, vénération et piété. Au niveau psychanalytique, la tragédie met en exergue la division du sujet, la différence entre désir et volonté, ainsi que les traits fondamentaux du rapport du sujet à son désir et son impossible rapport avec l'objet, puisque ce qui est désiré ne peut être qu'un ailleurs qui est dans le mode tragique, la mort. Aussi, l'égarement, le meurtre, l'inceste, la culpabilité, thèmes principaux que Freud reconnaît dans la tragédie de Sophocle, Oedipe-Roi, sont les lois propres au devenir psychique. En conséquence, il est constaté que la tragédie s'inscrit ainsi comme élément constitutif de la genèse psychique. Il est souligné que la pratique d'activités commerciales avec les populations autochtones le long du fleuve que constitue le Rhône a généré les premiers échanges hellénistiques gaulois, précédant le marquage politico-socio-culturel de l'invasion romaine. B. La conquête de la Gaule, de nouveaux savoir-faire. La conquête de la Gaule chevelue par les armées de César, en 52 AV. J.C. va jusqu'aux invasions barbares impliquant la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, romanisé mode de vie, langue et pratiques culturelles, techniques, voirie, agriculture, architecture, législation et organisation administrative de la Gaule, au point de devenir rapidement, notamment au niveau des strates aisées séduites par cet esprit de romanité, des acquis gallo-romains. Cet héritage de la conquête romaine se décrypte aujourd'hui dans l'histoire de la fondation de villes, telles que Lyon, Bordeaux, Amiens, Paris s'étant forgé à partir du site de Lutèce. Il est également repérable à travers la construction de nombreux monuments, éléments patrimoniaux importants, en particulier dans les cités chefs-lieux, anciens oppidums tels Nîmes, Poitiers, Arles, Bourges, ou nouvelles comme Autun, Temples, les temples d'Auguste et de Livie à Vienne dans l'Isère, de Janus à Autun et de Diane à Nîmes, la Maison Carrée dans cette même ville, théâtre et amphithéâtre, théâtre d'Orange, de Fourvière, d'Autun, d'Arles, de Lillebonne, arène de Nîmes, de Lutèce à Paris, de Cimiez à Nice, de Grand dans les Vosges, Arc de Triomphe,
arc de Germanicus à Sainte d'Orange, arc de triomphe et mausolée de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence, porte de Mars à Reims. Les vestiges d'enceintes, Le Mans, Dax, Bourges, Périgueux et de Forum, Arles, sont également des traces de construction de cette période. Aqueduc, pont-aqueduc dit pont du Gard, aqueduc du Gier à Lyon et Thermes, Thermes de Cluny à Paris, de Cimier à Nice, de Constantin à Arles, de Vaison-la-Romaine, de Chassenon en Charente, témoignent toujours, quant à eux, de la priorité accordée par les Romains à la gestion et aux bénéfices physiques de l'eau. Une imprégnation des savoir-faire romains va toucher également les techniques de construction et d'aménagement de la voirie. Pavement des rues, utilisation de la pierre et de la brique pour les constructions, de la tuile en terre cuite pour les toitures. Un quadrillage de longues routes rectilignes s'étant substitué aux étroits chemins, favorisant les conditions de circulation et de pratique commerciale, des plantations de vignes, d'oliviers, en Gaule dite méditerranéenne, voire de céréales ont outre un intérêt économique, contribué également à refaçonner le paysage. Un dispositif de justice basé sur le droit romain a contrecarré l'usage du droit germanique. La notion de citoyenneté a aussi impacté l'esprit des populations gauloises. Ainsi, est-il rappelé que le musée des Antiquités de Lyon détient une gravure en bronze intégrant le discours de l'empereur Claude, en 48, qui y fait valoir la possibilité que des Gaulois délèguent des représentants au Sénat de Rome. Un discours en phase avec les propos de Cicéron affirmant que tout homme a deux patries, l'une de nature, et l'autre, de citoyenneté. La langue subit aussi durablement l'influence de la prégnance du latin, soit à partir de la construction de mots dérivés de ce dernier, tels puéril, provenant étymologiquement de puerilis et bea, de beatus, pugnas, de pugnard, ou de mots repris intégralement et appartenant encore à notre lexique d'aujourd'hui. Oui, album, aquarium, audit, aléa, alibi, alter ego, consensus, corpus, credo, criterium, accessit, lavabo, agenda, décorum, curriculum vitae, cursus, distinguo, duplicata, ex aequo, facies, forum, media, memento, muséum, omnibus, processus, ultimatum, prospectus, référendum, verso, quota, sponsor, terminus, virus, vidéo, extramuros ou intramuros, bravo, grosso modo, gratis, mea culpa, in vitro, a contrario, vice versa, nota bene, sine qua non, ad vitam, bis, a priori, apart, mordicus, au maximum ou au minimum, ipso facto. Les invasions barbares, francs, burgondes, visigoths, provoquant la fin de l'Empire romain d'Occident, laisseront quant à elles des traces tangibles plus ou moins importantes selon leur origine, les empreintes les plus conséquentes étant générées par la présence des Francs au nord de la Gaule, qui introduisirent dès le 7e siècle la loi salique et la pérennisèrent ainsi dès la dynastie des Mérovingiens. 2. Des croisades, A. La guerre de Cent Ans. A. Les croisades, des découvertes PLURICULTURELLES. Menées par les rois et seigneurs occidentaux chrétiens en Terre Sainte, de 1095 à 1291, les opérations d'envergure nommées croisades ont eu pour objectifs initiaux de libérer Jérusalem et les routes y conduisant de l'occupation des Turcs seldjoukides, de rendre accessibles les lieux saints aux pèlerins. Elles généreront cependant une conséquente mobilité qui favorisera les échanges entre trois cultures, latine, grecque, musulmane, et entraînera un impact d'ordre économique, en impulsant la circulation de marchandises, artistiques, intellectuelles ainsi qu'en matière de pratiques socio-culturelles, dont les mutations troqueront alors un degré de rudesse encore latent chez les seigneurs francs pour un désir d'imiter la volupté orientale. Ainsi, la prise de Constantinople signe la suprématie vénitienne en Méditerranée orientale. Escale, comptoir, colonie, dont la colonie génoise de Caffa en Crimée, que de nombreux historiens mentionneront comme le point de départ de la Grande Peste noire, vont alors protéger les circuits commerciaux initiés. La conquête mongole permettra l'amplitude de la route de la soie. De fait, dès le XIIe siècle, la soie est convoitée en Europe et le velours de soie fera l'objet de tissage, lors du Moyen-Âge finissant, dans les ateliers de Tours et Lyon. En effet, en 1450, Charles VII conférera le monopole du commerce de la soie, recherché pour sa capacité de ne pas s'altérer, à Lyon, métamorphosé alors en entrepôt de la douane générale. Lyon s'affiche de fait comme une ville facilitant par sa position géographique tous les arrivages de soieries italiennes, méditerranéennes et orientales, à l'exemple du velours d'Utrecht, dont la politique de crédit des négociants florentins, génois envers la cour stimule la vente.
une cour dès lors incitée à multiplier les achats d'articles de luxe. Originaire du Cachemire, le velours est découvert en Perse par les Italiens qui en exploitent alors le procédé. Le coton d'Arabie sera également prisé par les Occidentaux et les croisés rapporteront d'Orient, dont les populations cultivent l'intérêt pour les broderies et les teintes toniques, le goût de la sophistication vestimentaire passant par une palette de couleurs vives. Ainsi, aux coloris neutres du lin et du drap de laine en usage pour les vêtements depuis le Haut Moyen-Âge vont se substituer les couleurs vives, bleues, verts, et éclatantes d'étoffes plus luxueuses. Aussi, le 3 mars 1445, à l'occasion de l'union à Nancy de Marguerite d'Anjou, seconde fille du roi René, avec le roi d'Angleterre, Charles VII arbore-t-il, la journée entière, une tenue en velours vert broché d'or tandis que le comte de Saint-Paul porte un vêtement violet, que le comte de Foix arrive en cramoisi et que le roi de Sicile est vêtu en pourpre, couleur symbolique de l'idée de domination. Lors des joutes de Sari, Agnès Sorel est toute d'azur habillée comme le mentionne Jeanne Bourrin. Elle a revêtu un surcoup de velours, bleu comme sa robe brodée d'argent. Son voile est bleu également, une couleur emblématique que les peintres ont intégrée depuis 3 siècles dans leurs œuvres et qui s'est affirmée comme étant la couleur mariale et celle des armoiries des Valois. Aimant le luxe dont se repaissent les cours de l'époque, Angleterre, Italie, Espagne, Agnès Sorel sera investie d'une certaine mission économique en incarnant la visibilité de pratiques et d'esthétique inspirées de l'Orient auprès d'une noblesse encore un peu rude, mais en quête de raffinement. Jacques Coeur introduira dans le pays le premier diamant taillé qu'Agnès, maîtresse de Charles VII, sera en Occident la première femme à pouvoir exhiber en pendentif. La jeune femme se délecte chaque matin d'un bain parfumé aux essences provenant d'Orient et s'asperge, affirme-t-on, abondamment de parfums de Chypre rouge, rapportés de l'île de Chypre par les croisés. Jacques Coeur pourvoira Agnès Sorel en soieries orientales ou draps d'or venus d'Égypte. Agnès, qui affectionne les broderies en or, de Venise, de Gênes ou de Chypre tout en éprouvant une prédilection pour la soie et la mousseline orientale dans laquelle sont conçues les gorgières transparentes encore en vogue jusqu'à la fin du XVe siècle, fera connaître la mode d'Orient et de Venise, à travers notamment la référence au brocart façonné d'or et le port de chaussures à la poulaine. Agnès Sorel est de fait achalandée par Jacques Coeur en étoffe que l'argentier du roi rapporte d'Italie, et en les portant, séduit toute la cour qui en commande de semblables. Les femmes issues de la bourgeoisie seront aussi conquises par les joailleries, et vont opter pour la mode en vogue à la cour, allant jusqu'à dépenser parfois des fortunes familiales. Promotrice à la cour des nouveaux articles importés des pays du Levant, pierres précieuses, étoffes, elle personnifie de fait l'image d'un royaume qui se veut entreprenant et en quête de raffinement. Provenant de pays, dont la France, où les forteresses seigneuriales défensives sont conçues massives, sévères, sombres et fermées, les croisés seront sensibles au début du XIIe siècle à l'architecture musulmane aérée, lumineuse et ouverte sur des jardins fleuris, colorés, contribuant au plaisir des yeux. Des jardins dans lesquels l'eau est un élément symboliquement source de vie. De retour en Europe, les Francs consacreront des espaces dans leurs châteaux à l'aménagement de jardins d'agrément calqués sur la conception des jardins orientaux et inspirateurs pour la littérature courtoise. Des jardins d'agrément pouvant être enrichis, comme l'illustrent des enluminures des XIVe et XVe siècles, de grandes vasques en marbre ou en pierre. Les croisés rapporteront d'Orient et outre la prune de Damas, des plantes qu'ils feront acclimater et dont ils illumineront leurs nouveaux jardins. La giroflée, de Jérusalem et des murailles, esthétique et odorante, l'œillet offrant une palette de couleurs variant du blanc au rouge, la campanule carillon, virginale, la nigelle de Damas d'un bleu qualifié d'azur, la croix de Jérusalem dont la forme et la couleur rouge intense rappellent celle des croisés. L'architecture européenne latine sera marquée par les empreintes orientales, à l'exemple de la basilique vénitienne Saint-Marc, consacrée en 1094, dont 2 basiliques de Constantinople, les Saints Apôtres et Sainte Sophie, ont été les modèles. Progressivement ornementée du XIe au XVe siècle, la basilique intègre par exemple, une double rangée de colonnettes enrichies de chapiteaux en marbre rare, rapportés d'Orient et témoignent d'un intérêt porté à la technique de la mossalque parée de fond d'or. Des mossalques qui couvriront en fait à la basilique Saint-Marc pratiquement 4000 m² de superficie.
Le recours au pavement en marbre et à la mossalque du XIIe siècle, la présence d'une iconostase spécifique aux églises orientales, une statuaire puisant ses codes esthétiques, placidité, statisme, sans particularisme de trait, dans l'art byzantin, l'évocation des principales étapes des récits évangéliques à travers un programme iconographique lui aussi byzantin, renforce au niveau de la basilique Saint-Marc l'enthousiasme de ses bâtisseurs pour l'architecture et la décoration des édifices d'Orient. Des éléments décoratifs de l'arc Sant'Alipio, dans la cité des Doges, ont été quant à eux, acquis, prélevés dans des pays d'Orient non seulement au cours de voyages à vocation commerciale, mais également lors de conflits et des croisades. Les croisés introduiront de surcroît en Europe l'appétence pour les épices d'origine orientale dorénavant utilisées en cuisine, en particulier le gingembre, la cannelle, mais aussi en médecine et pharmacie. Ces croisés découvriront lors de leur périple en Syrie la culture de la canne à sucre et l'exploitation de sa substance sous forme médicamenteuse. Les épices de chanvre, confiserie à base d'épices et de sucre servie à la fin des repas et destinée à faciliter la digestion, vont alors devenir en vogue dans les cours et les hôtels princiers, impliquant la création de somptueux drageoirs en métaux précieux. Appréciés par les Arabes dès le 8e siècle, les échecs, appelés chatranj, deviennent un jeu enthousiasmant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.